de vous retrouver dans une nouvelle leçon sur la cinématique. Je recommande de regarder les 3 vidéos précédentes pour rendre cette leçon plus facile à comprendre. Commençons. Dans les 2 vidéos précédentes, j'ai présenté les propriétés cinématiques des solides indéformables. J'ai présenté aussi le mouvement de translation et le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe comme mouvement particulier. Et aussi j'ai présenté dans la vidéo précédente le paramétrage d'un solide. Dans l'actuelle vidéo, je vais présenter la cinématique de contact. Bon, on y va. Les objectifs pédagogiques de ce cours sont donner des exemples de mouvements de roulement avec ou sans glissement. Deuxième objectif, déterminer la vitesse de glissement d'un solide sur un autre. Dernier objectif, déterminer la vitesse d'un point d'un solide en mouvement de roulement avec pivotement. Tout d'abord, je commence cette leçon par expliquer la différence entre mouvement de roulement avec glissement et mouvement de roulement sans glissement. Pour ce faire, je vais vous présenter une animation que j'ai prise du site Animation Flash pour la physique. Vous voyez ici la source de l'animation. Cette animation, je l'ai adaptée au contexte de notre leçon. Ici, donc, il y a les réglages de frottement entre la balle et le plan incliné. Donc, la balle est située au sommet de plan incliné. Et ici, sur la tâche, on a déposé un point rouge ou bien une tache rouge. Cette tache rouge ou bien point rouge, il coïncide au début du mouvement avec le point géométrique de contact ponctuel entre la balle et le plan incliné. Il coïncide avec le point géométrique de contact entre la balle et le plan incliné. Donc, au cours du temps, on va suivre le mouvement de la balle tout entière et aussi, on va suivre aussi le mouvement de la tache rouge. Et ça, c'est en fonction des coefficients de frottement, c'est-à-dire en fonction des frottements qui existent entre la balle et le plan incliné. Donc, on va faire varier les frottements, les coefficients de frottement, et on va voir l'impact du frottement sur le mouvement de la balle au cours du temps. Donc, on commence par des frottements les plus faibles possibles et on va passer progressivement à des frottements plus importants. Donc, on commence l'animation. Ici, des frottements faibles. Comme vous voyez, donc ici, la balle, il glisse sans roulement, il glisse sans rouler. Vous voyez la tache rouge, elle reste toujours en coïncidence avec le point géométrique de contact. La tache rouge reste toujours en coïncidence avec le point géométrique de contact. Ici, il y a glissement, un mouvement de glissement. Maintenant, j'augmente les frottements légèrement. On va voir que la tache, il glisse, puis il suit le mouvement de la balle. Donc, il y a, comme vous voyez, la tache rouge, il marche, puis il quitte le plan. Vous voyez, donc la balle, on dit qu'il roule avec glissement. Ici, il s'agit d'un mouvement de roulement avec glissement. Maintenant, je vais passer à j'ai augmenté les coefficients de frottement. On va voir que la tache rouge ne marche plus sur le plan incliné. Elle ne glisse plus, la balle ne glisse plus. Il roule sans glisser. On dit qu'il qu'il effectue un mouvement de roulement sans glissement.
Maintenant, je vais vous montrer comment on détermine la vitesse de glissement d'un solide sur un autre solide. Soit S1 et S2 de solide en mouvement, ils sont en contact ponctuel au point I. C'est-à-dire, leur contact il se limite à un point. Ce point-là, on l'appelle le point de contact géométrique I. Donc voilà, il faut distinguer au contact de S1 et S2 trois points. Il y a le point de contact géométrique I. Il y a aussi le point I1 du solide S1 qui coïncide avec I à l'instant T. C'est-à-dire I1, c'est un point matériel du solide S1. Il coïncide avec I à l'instant T. À l'instant T, il est coïncident avec I. Et aussi, du côté de S2, aussi, il y a un autre point, un troisième point qui est I2. I2, c'est un point matériel de S2. Il coïncide aussi avec I à l'instant T. Maintenant, je vous explique la différence entre les trois points I, I1 et I2. Prenons l'exemple d'une roue qui roule sur le sol. S1 est la roue d'une bicyclette, par exemple, et S2, c'est le sol. Donc S1, il roule sur S2. À T, à un instant T, les trois points, ils coïncident. I1, c'est un point de S1, I2, c'est un point de S2, et I, c'est le point géométrique de contact. Les trois points, à l'instant T, ou bien à un instant T, ils coïncident. À un instant ultérieur, T plus dt, donc I, comme vous voyez, il se déplace, il s'est déplacé donc d'une manière rectiligne, selon un mouvement rectiligne. Et il reste toujours un point de contact entre S1 et S2. C'est un point géométrique. C'est un point géométrique de contact. Au contraire des deux points I1 et I2, donc le point I1, donc il s'est déplacé selon le mouvement, bien suivant le mouvement de S2, que vous voyez, il ne coïncide plus avec I. Et le point I2 aussi, il ne coïncide plus avec I. Le point I2, il est resté au même emplacement, puisque I2, c'est un point de S2, S2, le sol est fixe, comme vous voyez, donc le I2, il va rester à son emplacement. Donc les trois points I, I1, I2 ne coïncident plus à l'instant T plus dt. Par définition, la vitesse de glissement du solide S1 sur S2, notez dans ce cours le vecteur VG et la vitesse de I1 par rapport à S2. Donc, la vitesse de glissement de S1 sur S2 égale la vitesse du point I1 qui appartient au solide S1 par rapport à S2, qui est égal aussi à la vitesse de I1 sur S2. Donc, nous ne sommes pas obligés d'écrire toujours tout le temps I1 appartient à S1, parce qu'on sait déjà que, ou bien on a supposé que I1 il appartient à S1. Donc I1 est un point qui coïncide avec le point géométrique de contact à l'instant T, mais à l'instant T avec le point I1. Donc on écrit d'une manière plus réduite, on écrit vitesse de I1 sur S2. Et aussi c'est égal à la vitesse de I appartient à S1 sur S2. Donc ici, I c'est le point géométrique de contact, mais quand on écrit I appartient à S1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire I1. Donc I, ce n'est plus le point géométrique. Il devient le point I1. Quand on écrit I appartient à S1, c'est-à-dire on veut dire par ça le point I1. Voilà. On démontre aussi que la vitesse de glissement de S1 sur S2, c'est quoi?
c'est la vitesse de I1 par rapport à R0 moins la vitesse de I2 par rapport à R0. Ici, donc, j'exprime le vecteur vitesse de glissement de S1 sur S2 en fonction des vitesses de I1 et I2 par rapport à un repère fixe R0. Et cette formulation, c'est la formulation qu'on va utiliser dans les exercices. Aussi, cette expression de vitesse de glissement de S1 sur S2, on peut l'écrire aussi. Vitesse de I appartient à S1 par rapport à S0, c'est-à-dire I appartient à S1, c'est le point I1, moins la vitesse de I appartient à S2, c'est-à-dire le point I2, par rapport à R0. Je vais passer maintenant à la démonstration de cette deuxième définition de la vitesse de glissement. Donc on va démontrer comment on va passer de ça à ça. Comment passer de V du I1 par rapport à S2 à la vitesse, si vous voulez, de I appartient à S1 par rapport à 0 moins la vitesse de I appartient à S2 par rapport à R0. Maintenant, on va démontrer que la vitesse de glissement de S1 sur S2, vous avez ici le solide S1 et le solide S2. Les deux solides sont en contact au point I à l'instant T. Et aussi I1 est un point de S1 et I2 c'est un point de S2. Et les trois points, ils coïncident à l'instant T. Ils coïncident à l'instant T. Par définition, on a vu que la vitesse de glissement de S1 sur S2, donc par définition, on a vu que la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2, c'est la vitesse de I1 qui appartient à S1 par rapport à S2. Donc on va essayer de partir de la définition vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 et on va essayer d'aboutir à l'expression, à notre expression V de I1 appartenant à S1 par rapport à R0, c'est par rapport à un repère fixe R0 et la vitesse de I2 par rapport à R0. Ça, c'est la vitesse de glissement à un instant T. Donc avant d'entamer la démonstration, j'aimerais bien vous rappeler la loi de composition des vitesses. Parce que cette loi, on va l'utiliser dans notre démonstration. Loi de composition des vitesses. Et cette loi, vous l'avez vue dans le cours de mécanique 1 en première année. Voilà, donc la loi de composition des vitesses, c'est quoi? Vous avez un repère R et un autre repère en mouvement par rapport à R, c'est R'. Ça, c'est un repère absolu, ça, c'est un repère relatif. Un repère relatif d'origine O' et le repère absolu d'origine O. Et vous avez un point matériel M qui est repéré dans le repère absolu par le vecteur OM et repéré dans le repère R' par le vecteur O'M. Donc, on va chercher maintenant la relation entre la vitesse du point M dans le repère absolu R et la vitesse de M dans le repère relatif R'. Donc, je commence par la définition de la vitesse absolue. C'est quoi la vitesse absolue du point M? C'est la dérivée du vecteur OM sur dt par rapport à R. Donc, je vais insérer ici entre M le point, ou bien le point O', l'origine du repère R'. Donc, c'est la dérivée de OO' sur dt par rapport à R, plus la dérivée de O'M sur dt par rapport à R. Donc, la vitesse absolue du point M, absolue, c'est-à-dire de M par rapport à R.
égale quoi? Ça, c'est quoi? D de O, O' sur dt par rapport à R. C'est la vitesse de l'origine O' dans R. O'. Si vous dérivez O' sur dt dans R, vous allez avoir la vitesse de O' par rapport à R. Donc, égal à ça, plus, vous avez la dérivée de O' m sur dt par rapport à R. Voilà, maintenant je vais utiliser ici la formule de dérivation de Bohr. J'aurai donc la vitesse O' par rapport à R, plus, je vais utiliser la formule de Bohr entre R et R'. Donc j'ai le vecteur O'm, c'est la dérivée de O'm sur dt par rapport à R', plus oméga de R' par rapport à R, vectoriel O'm. Voilà. Voilà, donc ça c'est la vitesse du point M dans R'. C'est la vitesse relative. Donc c'est égal à la vitesse relative du point M. C'est O'M. Je prends ici l'origine de repère R' et calculé par rapport à R'. C'est-à-dire la vitesse relative du point M plus la vitesse de O'M par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Donc ce terme-là, on va l'appeler la vitesse d'entraînement. Donc généralement, la vitesse absolue d'un point M égale la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement. C'est quoi donc la vitesse? Ça c'est important. Donc j'écris ici donc la vitesse absolue du point M égale la vitesse relative du point M plus la vitesse d'entraînement. Avec la vitesse d'entraînement, c'est quoi? C'est la vitesse de O' par rapport à R plus oméga de R' par rapport à R vectoriel O'M. Vectoriel O'M. Voilà. Donc, c'est ça la loi de composition de vitesse. Donc, on en aura au recours dans cette démonstration pour démontrer l'expression finale de la vitesse de glissement dans R0. Donc, maintenant, je commence la démonstration. On a la vitesse de glissement de S1 sur S2 égale, c'est la vitesse, si vous voulez, du I1. I1, elle appartient à S1. Je peux écrire I1 à partir de S1, comme je peux ne pas l'écrire. Parce qu'on sait déjà que I1, c'est un point de S1. C'est par rapport à S2. Voilà, donc c'est ça la définition de la vitesse de I1 qui appartenant à S1 sur S2. Donc on a ici I1 partant à S1. Et vous avez le S2, le deuxième solide. Ils sont en contact à l'instant T au point I. Voilà. Maintenant, je vais donc écrire, si vous voulez, je vais utiliser la loi de composition des vitesses. Donc la vitesse absolue de I1, là je vais choisir deux repères. Je choisis un repère R1, d'origine O1, un repère lié à S1, et aussi je vais choisir un autre repère R2 lié au solide S2 qui a comme origine O2. Donc je vais choisir R2 comme repère relatif, et R0 c'est un repère absolu. Ça c'est un repère relatif, R2.
et R0 comme repère absolu. Je vais donc exprimer I1 dans le repère absolu en fonction de la vitesse de I1 de le repère relatif S2 ou bien R2. D'accord? Donc on va utiliser ça. Donc R et R', dans la loi de composition de vitesse, pour nous c'est R0 et R2. R0, R2. R0 c'est R et R2 c'est R'. Donc on écrit la vitesse absolue du point I1, c'est la vitesse relative, bien relative de I1, la vitesse relative de I1, plus la vitesse d'entraînement. C'est quoi la vitesse relative de I1? C'est la vitesse relative de I1, c'est la vitesse de I1 par rapport relatif, c'est-à-dire par rapport au repère relatif, qui est sur voilà, la vitesse de I1 par rapport à R2. C'est la vitesse de I1 par rapport à R2. Parce que pour nous ici, R' c'est R2. I1, voilà, c'est dans R2, plus la vitesse d'entraînement. C'est quoi la vitesse d'entraînement? C'est la vitesse, donc l'expression de la vitesse d'entraînement, c'est ça. Donc la vitesse de O', pour nous O' c'est quoi? C'est O2. La vitesse de O2 par rapport à R0. R, pour nous, c'est R0. Plus oméga de R2, R' c'est R2. Donc de R2 par rapport à R0, R c'est R0. Vectoriel O2 M. Bien O2 I2. O2 I2. Donc j'efface ça pour que l'écriture soit claire et nette. Donc c'est vectoriel O2 I1. Donc voilà, ça c'est quoi? Si on revient à la définition, on va trouver que ça c'est par rapport à R2, c'est comme si vous écrivez la vitesse de I1 par rapport à S2, parce que R2 est lié à S2. Donc je peux écrire ici, au lieu de R2, je peux remplacer ça par S2, parce que R2 c'est S2. R2 est lié, c'est un repère lié à S2. Donc je peux confondre R2 avec S2. Ça c'est quoi? C'est la vitesse de glissement. La vitesse de glissement de S1 sur S2. Plus ce terme-là qui traduit bien sûr la vitesse d'entraînement. Voilà, donc je continue. J'écris que, voilà, on a déjà ici la vitesse absolue de I1, c'est-à-dire la vitesse de I1 par rapport à R0. C'est la vitesse absolue de I1. Parce que c'est absolu, c'est la vitesse de I1 dans R0. Donc, finalement, la vitesse de glissement de S1 sur S2, donc ça, égale la vitesse absolue de I1, qui est égale à la vitesse de I1 par rapport à 0. La vitesse de I1 par rapport à R0, moins la vitesse de O2 par rapport à R0, moins oméga de R2 par rapport à R0, vectoriel O2 I1. Voilà, maintenant, j'ai la vitesse de O2 par rapport à R0. O2, c'est un point de S2. Donc, je vais utiliser la relation de Varignon entre les points de O2 et I2, puisque les deux points, ce sont deux points de S2. Ce sont deux points de S2. Donc, relation de Varignon. Bien, voilà, relation de Varignon. Puisque le solide S2, c'est un solide indéformable. On a la vitesse, je cherche ça, donc la vitesse de O2 par rapport à 0. C'est la vitesse de I2 par rapport à R0. I2 c'est quoi? C'est I2 appartenant à S2. Donc, plus oméga, la vitesse de I2 par rapport à R0, plus la vitesse, plus la vitesse de rotation instantanée du solide S2 par rapport à R0.
vectoriel I2 O2. Ici, on a fait la relation d'antisymétrie, ou bien la relation de Varignon, de deux points I2, IO2, appartenant au solide S2. Et les vitesses elles sont exprimées dans le repère absolu fixe R0. Voilà, donc je vais injecter cette expression dans l'expression de la vitesse de glissement. J'aurai donc la vitesse de glissement de S1 sur S2 égale la vitesse de I1 par rapport R0 moins la vitesse de O2, c'est quoi? C'est moins V de I2 par rapport R0. Donc moins, ici je vais mettre aussi moins oméga de S2 par rapport R0 vectoriel I2 O2 et aussi moins oméga de R2 par rapport R0 vectoriel O2 I1. Donc je continue la démonstration. Donc la vitesse de glissement de S1 par rapport S2, c'est quoi? C'est la vitesse. I1, c'est un point qui appartient au solide S1. Je peux écrire, puis I1, je peux rappeler qu'il appartient à S1. Moins la vitesse de I2 aussi, je peux écrire qu'elle appartient à S2 par rapport à R0. Ici, je vais donc mettre ici moins oméga de S2. Là, c'est oméga de R2 par rapport à R0. R2, je peux la remplacer par S2 parce qu'ils sont liés. R2, c'est lié à S2. Donc, je peux écrire moins oméga de S2 par rapport à R0. Voilà, je peux factoriser par oméga. Et je peux mettre I2 O2. Et là, je vais mettre plus O2 I1. Donc, cela va nous permettre d'écrire et de conclure que c'est toujours la vitesse de I1 de S1 par rapport à R0 moins la vitesse de I2 appartenant à S2 par rapport à R0 moins oméga de S2 par rapport à R0. Là, je vais utiliser la relation de Charles, je vais mettre I2, I1. Donc c'est vectoriel là, j'ai oublié le vectoriel, I2, I1. Et puisque I2, I1, ce sont deux points qui coïncident avec I à l'instant T, donc ce vecteur-là, à l'instant T, puisqu'on cherche la vitesse de glissement à l'instant T, c'est un vecteur nul. Donc finalement, on aura la vitesse de I1 appartenant à S1 par rapport à R0, moins la vitesse de I2 appartenant à S2 par rapport à R0. Ce qu'il fallait démontrer. Voilà, maintenant, je vais vous donner autre écriture de la vitesse de glissement. La vitesse de glissement, on peut l'écrire aussi, de S1 par rapport à S2. Donc, puisque I1 et I2, ils coïncident avec I à l'instant T, donc le point I1, je peux le remplacer par I appartient à S1. I appartient à S1, c'est-à-dire je parle du point I1. Et I2, c'est quoi? C'est I appartient à S2. Donc, lorsque je mets I appartient à S1, je ne parle plus de point géométrique. Donc, si on met I appartenant à S1, donc le I, c'est un point, il devient point matériel. Et ce point matériel, c'est I1. Même chose pour I appartenant à S2, c'est quoi? C'est I2. Donc, je peux écrire ici, soit c'est la vitesse de I1, sans écrire appartenant à S1 par rapport à R0, parce que c'est assez évident que I1, c'est un point de S1. Et la vitesse de I2 par rapport à R0. Et aussi, c'est égal à, là je vais mettre I appartient à S1 par rapport à R0, moins la vitesse de I appartient à S2 par rapport à R0.
Donc là, je mets I et je ne mets pas I1 et I2. Voilà, c'est l'expression qu'on va trop utiliser et qu'on va utiliser souvent dans les exercices, dans les TD. Voilà, c'est la vitesse de glissement. Cas particulier, si vous avez le S2, si vous voulez, il est fixe dans R0. Si S2 est fixe dans R0. Dans ce cas-là, le point I2 il va aussi être fixe dans R0. Dans ce cas-là, on aura la vitesse de I appartient à S2 par rapport à R0 égale vecteur nul. Dans ce cas particulier, S2 est fixe dans R0. On écrit que la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2 égale la vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0. Cette relation, ou bien cette expression, on va l'utiliser aussi dans les TD quand on a un solide S1 en contact ponctuel avec un solide S2, le sol par exemple, la route, une roue de bicyclette qui roule par exemple sur la route. Dans ce cas-là, la route ou le sol sont fixes dans R0 et par conséquent, on va se limiter à écrire la vitesse de glissement comme vitesse de I appartenant à S1 par rapport à R0. Je passe maintenant aux remarques. Première remarque, la vitesse de glissement de S1 sur S2 est indépendante du repère de référence R0. Le repère fixe absolu R0. Même si on a ici vitesse de I appartient à S1 par rapport à 0 et la vitesse de I appartient à S2 par rapport à 0. Mais la différence entre les deux vitesses donne un vecteur de glissement indépendant de R0. Si par exemple vous mettiez ici R0' et ici R0', vous allez avoir la même vitesse de glissement. La vitesse de glissement dépend de S1 et de S2 et la vitesse de glissement c'est par rapport à S2. C'est la vitesse du point I1 par rapport à S2. Conclusion, la vitesse de glissement ne dépend que des solides en contact, elle est donc indépendante du référentiel par rapport auquel S1 et S2 sont en mouvement. Deuxième remarque, la vitesse de glissement est contenue dans le plan tangent. Prenez S1, S2, ils sont deux solides indéformables ayant un contact ponctuel au point géométrique I. Le plan Pi, c'est un plan tangent à S1 et à S2, et bien sûr passons par le point I. Voilà, donc la vitesse de glissement, elle va être contenue dans ce plan Pi. En effet, la vitesse de glissement ne peut pas être dirigée vers le haut ou bien vers le bas. S'il est vers le haut, dans ce cas-là, il y aura éloignement de S1 par rapport à S2. Si la vitesse de glissement, le vecteur, elle est dirigé vers le bas, comme ça, par exemple, vers le bas, donc le S1, elle va pénétrer dans le solide S2, ce qui est en contradiction par le fait qu'on a supposé que S1 et S2 sont indéformables. Conclusion, vitesse de glissement, elle est de S1 sur S2, elle est toujours dans le plan tangent commun à S1 et S2. Troisième remarque, dans le cas où il n'y a pas de glissement, on a la vitesse de glissement égale au vecteur nul. Par exemple, si vous avez un solide S1 dans un mouvement de roulement sans glissement sur S2, vous allez prendre la vitesse de glissement de S1 sur S2 égale au vecteur nul. Troisième ou bien quatrième remarque, si le solide S2 est fixe par rapport à S0, donc la vitesse de I2 appartient à S2 par rapport à 0 égale au vecteur nul. Donc la vitesse de glissement, dans ce cas-là, elle va être égale à la vitesse de I1 appartenant à S1 par rapport à R0.
Et s'il n'y a pas de glissement, s'il n'y a pas de glissement, et S2 est fixe par rapport à R0, dans ce cas-là, vous allez prendre la vitesse de I1 appartenant à S1 par rapport à R0 égale au vecteur nul. Maintenant, je vais vous présenter une application de calcul de vitesse de glissement d'un solide sur un autre. Voilà, ici, on a un disque D qui est en mouvement de roulement rectiligne. Il roule rectilinément selon x0. Et ce disque-là, il roule avec glissement sur le plan P. Le plan P qui peut être le sol ou bien la route, autre chose. Donc, le disque, il est en mouvement rectiligne suivant la direction x0. Le point C ici, c'est le centre du disque, il est repéré par son abscisse XC et son ordonnée X égale à XC qui est égal à R. R, c'est le rayon du disque. Un point matériel sur le disque, il est repéré par l'angle phi. Ici, je montre le sens de roulement. Le sens de roulement du disque. Vous voyez, donc, le disque, il roule comme ça. Donc, le sens de mouvement, elle va être dans le sens contraire de x0, puisque le disque, il roule comme ça, il roule avec glissement. Donc, l'objectif est de calculer la vitesse de glissement du disque par rapport quoi? Par rapport au plan P. Donc, par définition, on a la vitesse de glissement du disque par rapport à un solide par rapport à un autre. La vitesse de glissement du disque sur le plan P égale la vitesse de I appartenant au disque par rapport à R0 moins la vitesse de I qui appartient au plan P par rapport à R0. Donc ici, je vais calculer la vitesse de glissement en considérant un repère R0. Ce repère-là, c'est O, X0 égale D0, Z0. Donc ici, je peux écrire I, c'est quoi? Dans cette expression, I, c'est le point de contact géométrique entre le disque et le plan P. C'est le point de contact géométrique. Puisque j'écris I appartient à D, c'est-à-dire, ça c'est égal à quoi? C'est I1. C'est le point I1 matériel du disque et qui coïncide à l'instant T avec I. Et c'est quoi I appartient au plan P? C'est le point I2. Donc c'est un autre point. Si vous voulez I2, il y a 3 points à l'instant T. Ils coïncident ici. Ils coïncident au point I. Donc I égale à l'instant T. À l'instant T, on a I égale à I1 égale à I2. Donc cette expression-là, je peux l'écrire comme la vitesse de I1 donc, appartient à D1, ou je peux ne pas écrire appartient à D1 parce que I et 1, c'est un point de D1. Du D plutôt, de S1. C'est-à-dire ici, D, le disque D. Et aussi, je peux mettre ici, je peux être I2. I2, c'est quoi? C'est I appartenant au plan P, c'est I2. Donc, je peux travailler avec ça. Et voilà, comme je peux travailler seulement avec I appartient à D, comme et V de I appartenant au plan P. Voilà maintenant, puisque le plan P il est fixe dans R0, P est fixe dans R0, donc ça implique que la vitesse de I appartient au plan P par rapport à R0 égale au vecteur nul. Donc l'expression de vitesse de glissement sera sur la forme la vitesse de glissement de D sur le plan P égale
la vitesse de I qui appartient au disque D par rapport à R0. Maintenant, je vais essayer de trouver la vitesse de I qui appartient à D par rapport à R0 et je vais écrire que la vitesse de glissement, voilà, la vitesse de glissement est égale à la vitesse de glissement du disque D sur le plan P, c'est la vitesse de I qui appartient à D. Là, je vais utiliser la relation, voilà, la relation de Varignon entre I qui appartient à D, c'est le point I1, et le point C. Donc I et C sont deux points du disque. Donc je peux utiliser la relation de Varignon et je peux écrire que c'est la vitesse du point C par rapport à R0 plus oméga de quoi? Oméga du disque par rapport à R0, le repère de référence vectoriel CI. Voilà donc la vitesse de C. On cherche la vitesse de C. Donc on a OC égale XC X0 plus YC Y0. Voilà, comme vous voyez, XC, c'est l'abscisse de C, YC, c'est le rayon du disque. YC égale à R, donc je peux écrire que c'est XC. XC, c'est variable. Quand le disque il se déplace, il roule, XC varie, mais YC reste constant. Donc, c'est XC, X0, plus R, Y0. Maintenant, je cherche la vitesse de C par rapport à R0. La vitesse de C par rapport du point C qui appartient au disque par rapport à R0, c'est quoi? C'est la dérivée de OC sur dt par rapport à R0. Si je dérive ça, j'aurai donc x point C, x0 il est fixe dans R0, donc c'est x0, plus R égale 0, c'est constant, c'est fixe, c'est un vecteur fixe dans R0, donc plus 0, vecteur nul, donc c'est-à-dire x point C, la dérivée de xc, x0. Oméga du disque par rapport à R0, donc le disque il fait un mouvement de rotation comme ça, repéré par l'angle phi. Ici on applique la règle de tire-bouchon avec la main droite. Donc si on fait l'imitation de la règle de tire-bouchon avec la main droite, vous allez voir que le vecteur de rotation instantané, il sera comme ça, un vecteur sortant. C'est-à-dire, il aura comme même sens que Z0. On va écrire que c'est phi point quoi Z0. Phi point Z0. Et CI, c'est quoi? CI à l'instant T, CI, c'est quoi? CI égale moins R Y0. Moins R Y0. Maintenant, je vais remplacer les expressions que j'ai trouvées dans l'expression de vitesse de glissement. Donc tout ça, ça va impliquer que la vitesse de glissement du disque par rapport au plan P égale, je remplace la vitesse C par x point C plus x0 plutôt, et ici plus G oméga du disque, je reviens au calcul de oméga du disque par rapport à R0 vectoriel CI. Ça donne phi point Z0 vectoriel moins R égale 0. On a donc x0
Y0, Z0, comme vous voyez, Z0 vectoriel Y0, Z0 vectoriel Y0, c'est moins X0. Moins avec moins, ça donne plus. Donc ça donne ici, ça va donner R phi point X0. Ça va donner R phi point X0. Je remplace ici donc l'autre terme de oméga vectoriel CI dans la vitesse de glissement. Donc ce produit vectoriel est égal à R phi point X0. C'est-à-dire que la vitesse de glissement est égale à X point C plus R phi point X0. C'est un résultat attendu, puisque on s'attend à ce résultat, puisque on sait déjà que la vitesse de glissement elle se trouve dans le plan tangent aux surfaces des deux solides au point I. Le plan tangent, ça va être aussi coïncident avec l'axe, il va être un plan qui contient le vecteur x0. Et voilà donc le vecteur de glissement, de vitesse de glissement, il est suivant x0, c'est-à-dire il se trouve dans un plan tangent aux deux surfaces et il sera suivant x0. Voilà, maintenant je passe au cas particulier. Voilà, donc c'est le résultat, ce résultat-là, c'est le résultat de vecteur de glissement du disque sur le plan P. Maintenant, je vais passer à des cas particuliers. Si on vous donne par exemple un disque, donc remarque, si le disque D roule sans glissement sur P, sur le plan P. Dans ce cas-là, on va avoir quoi? On va avoir la vitesse de glissement égale, on va avoir la vitesse de glissement de D par rapport P égale à 0. Vecteur nul, c'est-à-dire c'est équivalent à x point C plus R phi point égale à 0. C'est-à-dire que x point C égale moins R phi point. Comme vous voyez, égale moins R phi point. Voilà une relation qui lie donc XC avec phi. On parle de liaison cinématique. Si on fait intégration, si on intègre, donc intégration, on va avoir l'intégrale de XC, on va avoir delta XC égale moins R delta phi. C'est-à-dire que XC égale moins R phi plus constante. Ce résultat, on l'avait déjà utilisé dans un exemple de calcul de degré de liberté. Maintenant, vous voyez la démonstration de XC égale à moins R phi plus constante qu'on a déjà introduit dans un exemple de calcul de degré de liberté. Voilà. Je passe à expliquer physiquement, si vous voulez, delta XC égale moins R delta phi. Donc il y a ici le signe moins. Comme vous voyez, il y a le signe moins. Ce signe moins, on peut l'expliquer par le fait que, comme vous voyez, lorsque le disque il roule, il tourne autour de Z0, vous voyez donc delta phi, il augmente, l'angle phi, il varie de manière positive, et le disque, puisqu'il roule comme ça, donc XC, delta XC va être comment? Donc delta phi, il sera positif par exemple, vous voyez ici, et delta XC, il va être comment? Négatif. Donc delta XC égale R, c'est positif, delta phi, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc si on ajoute un signe moins, donc on va avoir négatif égale négatif, c'est-à-dire delta XC inférieur à 0, donc delta phi supérieur à 0, avec le signe moins, ça va être aussi inférieur à 0. Donc le signe moins, ça vient du fait que lorsque delta phi augmente,
delta XC diminue et vice versa. Merci. Maintenant, on passe au mouvement de roulement avec pivotement. Prenons l'exemple de deux solides, un solide S1 et un solide S2. Les deux solides sont en contact en un point I. Voilà, ici je représente le plan tangent à S1 et S2 et passant par I. Et ici je représente la normale passant par I, la normale par rapport au plan tangent. Le vecteur ici est représenté en bleu, le vecteur de rotation instantanée, oméga de S1 par rapport à S2. Si on projette ce vecteur sur le plan tangent, on va avoir oméga tangentiel. Et si on fait la projection sur la normale, on va avoir oméga normal. Oméga de S1 et S2 est égal à oméga tangentiel plus oméga normal. C'est-à-dire égal à la vitesse angulaire de roulement et à la vitesse angulaire de pivotement. Donc ce terme correspond, bien ce vecteur correspond à la vitesse angulaire de roulement et ça correspond à la vitesse angulaire de pivotement. Pour illustrer ces deux composantes, je vous donne l'exemple de mouvement de, si vous voulez, de S1 qui est le mouvement de la roue d'une voiture par rapport à la route. S1 est la roue d'une voiture et S2 c'est la route. Donc le mouvement de rotation de ce sens correspond au roulement. C'est-à-dire c'est le mouvement de propulsion de la voiture, bien de la roue. Si vous prenez cette rotation-là, bien ce mouvement-là, c'est le pivotement. Le pivotement de S1 sur S2. Et c'est ce mouvement-là qui permet la direction des roues de la voiture. J'arrive maintenant à la vitesse d'un point quelconque M de S1, un point M de S1, par rapport à S2. M est un point quelconque de S1. Donc on cherche la vitesse de M par rapport à S2. La vitesse de M par rapport à S2, en utilisant la relation de Varignon entre M et le point I1, qui est un point appartenant au solide S1, le point I1. Donc je vais écrire, c'est la vitesse de I1 qui appartient à S1 par rapport à S2, plus le vecteur de rotation instantané de S1 par rapport à S2, vectoriel I1M. C'est la relation de Varignon entre M et I1. Et puisque ce terme-là correspond à la vitesse de glissement de S1 par rapport à S2, comme on a vu dans la définition, donc on écrit la vitesse de M appartenant à S1 par rapport à S2 égale la vitesse de glissement plus la vitesse de rotation instantanée de S1 par rapport à S2, vectoriel I1M. Maintenant, je vais décomposer oméga, je vais l'écrire en tant que composition de deux composantes. La rotation instantanée tangentielle qui correspond au roulement et la composante normale qui correspond au pivotement. Si on remplace oméga par cette composante, on va avoir la vitesse d'un point M quelconque de S1 par rapport à S2 égale la vitesse de glissement plus oméga t vectoriel I1M qui est la vitesse de roulement plus oméga normal vectoriel I1M. Et ce dernier terme, il correspond au pivotement, à la vitesse de pivotement. Donc, la vitesse d'un point M appartenant à un solide S1 par rapport à S2, c'est la sommation de la vitesse de glissement plus celle de roulement plus celle de pivotement. J'arrive à la fin de ce cours vidéo et je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui sera
sur la géométrie des masses. Au revoir.